Ok, donc moi je suis Clémentine Dufay, je suis cardiologue au centre de réadaptation cardiaque de Paimpol. Je suis ravie d'être ici ce soir et je remercie le professeur Claire en l'occurrence. Claire, ouais. Ouais. Il est très cool, hein, comme ça se voit. Et pour son exposé vraiment passionnant, c'est vrai que nous tous les jours, c'est des messages qu'on passe à nos patients. Et passer un grand nombre de personnes comme vous, c'est vraiment une opportunité. Bravo Michel d'avoir organisé ça. Merci Claire d'être Non, c'est un plaisir. Donc ça, c'est alors, il y a du bon cholestérol. Normalement, le cholestérol que vous mangez, il passe par le foie et il y a du bon cholestérol qu'on appelle le HDL qui protège, c'est-à-dire que c'est un cholestérol qui ne se dépose pas dans la paroi de l'artère. Et à l'inverse, il y a un mauvais cholestérol qu'on appelle le LDL qui lui va, s'oxyder et là va se fixer dans l'artère et il va stimuler des processus inflammatoires qui vont constituer cette fameuse plaque de cholestérol. Ce qui est important, c'est la situation quand on est en prévention secondaire. On a déjà fait un accident cardiovasculaire. On donne un médicament pour le cholestérol, quel que soit le taux de LDL cholestérol, pour éviter que la plaque se rompe ou qu'il y ait un problème au niveau du stent. Ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Quand on n'a jamais fait d'accident, c'est une discussion au cas par cas. Effectivement, en fonction du taux de LDL, si vous avez ce mauvais cholestérol qui circule à plus de 2 grammes par litre dans le sang, plaque ou pas, c'est pas très bon. Si par contre, vous avez une plaque, vous avez déjà fait un accident, le LDL doit être en dessous de 0,7. Donc voilà, on ne va pas polémiquer sur le LDL et sur ce que vous a dit votre angiologue, parce qu'il y a plein de monde autour. Simplement, c'est comme pour l'hypertension, on ne traite pas un chiffre, on va traiter une personne, un patient, en fonction de son environnement. Et l'objectif, quand on met en route un traitement, c'est une balance bénéfice-risque. Quel est le risque d'un traitement versus le bénéfice? C'est cette discussion que doit avoir le médecin avec son patient. D'accord? Donc on ne va pas traiter n'importe comment pour faire plaisir. Si on traite, c'est parce que le bénéfice est supérieur et c'est aussi parce que cette discussion a été actée et que le patient est d'accord pour avoir ce traitement. On n'est plus à la médecine autoritaire. Hein. Si le patient ne veut pas le prendre, de toute façon, il ne le prendra pas. Oula. Peut-être que Thierry pourra répondre à la deuxième. La première, je ne sais pas. C'est une question pour vous, Thierry. Pour la première question, est-ce que le dénivelé entre en compte en fonction, effectivement, si le terrain est plat ou accidenté? Vous savez répondre à la deuxième? Ça ne va pas être la même, en effet. Hein, la deuxième, vous savez répondre? Vous prenez un chemin avec le dénivelé versus un chemin droit. Sur l'électro-blocage. En énergie, ça ne va pas être la même chose. Et vous allez plutôt peut-être même être dans le fractionné. Versus le continu, l'endurance à plat où effectivement vous allez garder un rythme équivalent permanent sur la durée de votre entraînement, alors qu'avec des dénivelés, vous allez plutôt passer en mode d'entraînement fractionné, ce qui est plus efficace en fait, puisque c'est le mode d'entraînement des athlètes, ce qui est plus efficace que le continu. Il demande pourquoi on appelle l'électro en France. On privilégie, c'est la plupart de nos patients en fait. Vas-y, réponds. Alors sur la partie Apple Watch, merci de la précision de la question. On va regarder ce sujet-là. Pour connaître un petit peu les sociétés américaines, souvent il peut y avoir des décalages d'un point de vue innovation entre un territoire et un autre, et notamment par rapport à des logiciels qui sont supportés sur ce nouvel type de produit, et sur ce nouvel type d'application. Donc je vais regarder ce point-là très précisément. Je vous remercie d'avoir posé votre question. Mais je pense que derrière, il pourrait y avoir quelques intérêts marketing. Il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas je n'ai pas connaissance, on va dire, d'une volonté contraire de la part des cardiologues en France. Alors, pour la prévalence, je ne veux pas vous donner de mauvais chiffres parce que c'est une discipline. Alors en cardiologie, on a des ultra spécialités pour être performant. Donc dans mon pôle, je travaille en transversalité avec des cardiologues spécialisés des cardiopathies congénitales. Toujours est-il que cette malformation est une cause que l'on recherche systématiquement
dans l'accident vasculaire cérébral embolique et notamment du sujet jeune. C'est-à-dire que dans le bilan étiologique, on va parler de la complication. Ces patients-là ont une échographie par la bouche, qu'on appelle une échographie transésophagienne, qui va regarder très précisément les deux oreillettes et regarder est-ce qu'il y a un trou ou pas et le degré de sévérité. Donc il y a une gradation de la sévérité de ce foramen ovale. Et en fonction de la causalité entre ce trou et l'accident, se discutera en ce qu'ils appellent les RCP, les discussions pluridisciplinaires, de fermer effectivement avec une petite ombrelle. Après, ça peut être aussi une découverte fortuite d'échographie, c'est-à-dire qu'on fait une échographie d'effort, on fait un test à bulles, et on s'aperçoit qu'il y a ce petit trou. J'ai une de mes patientes là récemment, elle a fait une écho d'effort, et on a découvert qu'il y avait un foramen ovale. Et bien maintenant, je fais quoi? Je vais demander conseil au cardiopédiatre, enfin c'est aux cardiopathies congénitales, est-ce que compte tenu de l'aspect de ce trou, est-ce que oui ou non, on lui propose la fermeture préventive de ce foramen ovale. Voilà. Mais ce n'est pas une complication, comment dire, c'est pas une malformation hyper grave du cœur. On a des cardiopathies congénitales épouvantables. Et à l'auscultation, on nous apprend qu'il y a un souffle entre les deux omoplates qui est continu. Moi, j'avoue que j'ai fait un stage, mon premier stage d'intin, je l'ai fait là-bas. Bon, le dépistage, c'est surtout un dépistage d'échographie fortuite ou de scanner cardiaque, par exemple. Voilà. Et à 60, 70 ah oui, ans, oui. Oui, bien sûr, il n'y a pas d'âge. On met des ombrelles à n'importe quel âge. Après, ça peut être aussi suite, allez, on va dire, il y a une embolie pulmonaire qui a décompensé tout ce système artériel et cardiovasculaire. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les foramen ovales, parce qu'à la naissance, enfin, comment expliquer ça? Quand le fœtus, il a une circulation qui fonctionne à l'envers, et ce foramen ovale existe physiologiquement pour cette circulation fœtale. Et à la naissance, il doit se fermer ce foramen. Et dans certains cas, il se ferme ou il se ferme partiellement. Mais parfois, pour différentes raisons, une surpression dans le cœur, le foramen peut se rouvrir. Donc on peut aussi avoir une ouverture de ce foramen. Je ne pense pas dire de bêtises, hein, c'est ça. Et donc on peut le découvrir tardivement, et effectivement, on met des stents à 95 ans, on met des TAVI à 90 ans, il n'y a pas d'âge. Hein. Aujourd'hui, justement, on fait énormément de cardio-gériatrie, hein, et de la cardio très 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 gériatrique. Hein. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, on ne prend pas uniquement les patients qui ont fait un infarctus, on prend les patients qui ont toute pathologie cardiaque et on va les réadapter pour que, effectivement, la réadaptation, il y a 3 piliers, il y a le réentraînement à l'effort, fondamental, puisque grâce à l'activité physique, vous allez compenser en fait la défaillance cardiaque et vous allez pouvoir diminuer en fait les symptômes, être moins essoufflé à un même niveau d'effort. Il y a également l'optimisation du traitement. Donc pendant le séjour, on va augmenter, majorer vos traitements dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, de la cardiopathie. Et puis il y a la prise en charge psychosociale. On a une psychologue à temps plein dans le service qui va effectivement prendre en charge tout l'aspect psychologique de la maladie cardiaque. Puisque comme disait Claire, ça ne se voit pas et pour autant, dans la vie quotidienne, c'est difficile à vivre. Donc c'est très important de prendre en charge. Et on a de très beaux travaux de recherche sur Nantes, notamment, c'est pas très loin de chez vous. Il y a l'équipe de Jean-Noël Trochu et Thierry Le Tourneau qui fait énormément de travaux sur tout ce qui est cardiomyopathie. Et à Lille, il y a l'équipe du professeur David Montaigne. Donc c'est un gros axe de recherche que nous finançons pour faire avancer les choses. Oui, alors en Bretagne, j'ai une ancienne chef de clinique qui s'appelle Fanny Bougden-Stambouli, qui est cardiologue à Rennes, qui a été formée dans le service c'est une de mes élèves. Et en fait, ces parcours cardio-gynécologiques se font parce que vous avez des femmes et des hommes qui croient au projet, qui vont commencer à se fédérer. Donc vous avez une gynécologue qui est la présidente du Collège national des gynécologues français, qui fait partie de notre commission Cœur de Femmes. Et l'objectif, c'est de diffuser ce parcours. Donc, la Fédé, par sa commission Cœur de Femmes, a déjà donné les outils. C'est-à-dire qu'on a des fiches, comment vous expliquer ça? Dans nos dossiers médicaux, on renseigne un certain nombre d'éléments, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les facteurs de risque, et on a une fiche risque hormonal sur les antécédents gynéco-obstétricaux. Et donc, on écrit systématiquement aux gynécologues, on fait des formations, je l'ai passé vite parce que j'avais peur d'être trop longue. On fait des interventions dans les congrès de gynéco.
Et pour être honnête avec vous, on fait venir les gynécos au congrès de cardio, des gros congrès de cardio, et ce sont les gynécologues qui croient au projet, plus que les cardiologues. Les cardiologues, il y a beaucoup de cardiologues masculins, donc j'ai pas voulu insister là-dessus pour pas être trop lourde, mais il y a quand même une médecine du genre, c'est-à-dire que il y a plusieurs papiers qui sont sortis dans la littérature et des gros papiers où les médecins femmes prennent en charge de façon plus globale leurs patients. Donc je ne porte aucun jugement, aucun, il ne faut pas dire ça. Mais je pense que nous femmes, en soignant une femme, on se sent concernées parce qu'on vit les mêmes symptômes, on est exposé aux mêmes risques. Il y a certainement une empathie qui se développe parce qu'on est de femme à femme et on va avoir des discussions un petit peu différentes. Après ça, on espère avec cette commission Cœur de Femmes qu'on a réactivé vendredi dernier, donc vous voyez c'est tout récent. On essaye aussi de monter une consultation de la femme de 50 ans comme vous avez la consultation de la première contraception, c'est-à-dire dépister toutes les femmes en France, comme vous avez un dépistage du cancer du sein, leur proposer une consultation de dépistage par le médecin traitant ou gynéco sur les facteurs de risque et les symptômes. Donc voilà. Donc si vous avez une gynéco engagée, voilà, ou après si vous habitez Paimpol, vous habitez où? D'accord. Après, ce qu'il faut, c'est recenser qui sont les cardiologues autour de vous, et puis faire remonter à Clémentine, qui elle, je suis sûre qu'elle va partir dans la cardio-gynéco, et finalement, bah si, elle est convaincue ce soir, c'est sûr, donc elle peut être votre chef de file en région pour porter, avec Fanny sur Rennes, ce fameux parcours, cette transversalité cardio-gynéco. Mais il faut qu'il y ait des porteurs de projets à la base. Hein. Et ma deuxième phrase, c'est pas une question, c'est des remerciements. Parce que je vous ai vu à la télé il y a quelques années, et avec les conseils que vous avez donnés, ça m'a sauvé la vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je voudrais inciter tous les femmes à aller au SSR de cardio, de Paimpol ou d'ailleurs, parce que c'est vraiment, c'est là qu'on arrive vraiment à reprendre le sport et plein de choses. Et vraiment, moi j'ai fait 6 semaines à Paimpol et je les remercie aussi. Alors les maladies inflammatoires, effectivement, il peut y avoir le lupus, on peut avoir la polyarthrite rhumatoïde, on peut avoir la maladie de Crohn, donc c'est une maladie digestive, le lupus c'est une maladie cutanée, et c'est en fait surtout lié au traitement que l'on donne pour calmer le jeu. Donc déjà la maladie inflammatoire, elle va aussi activer cette coagulation chez les femmes. On a dit qu'elles avaient certaines phases de vie hormonale où elles étaient plus à risque de faire des phlébites, des embolies. Voilà, et c'est aussi les médicaments que nous donnons, les médicaments immunosuppresseurs, les corticoïdes, tous ces médicaments un peu violents qui vont accélérer le vieillissement de l'artère et le développement du syndrome métabolique. Après, d'autres maladies en tête, je n'ai pas d'autres maladies en tête. Hormis alors l'ostéoporose, c'est une maladie aussi on parlait du sel en rigolant, mais c'est les travaux de Florence Trémolière à Toulouse qui a monté, elle, un centre de la ménopause, pour répondre à votre question, où en fait, il y a pour différents signaux d'environnement et puis possiblement génétiques, on a des cellules vasculaires et valvulaires au niveau des valves cardiaques qui sont indifférenciées et qui vont se transformer en ostéoblastes et qui vont aller pomper le calcium des os pour faire finalement des plaques d'athérome et des rétrécissements aortiques et mitraux calcifiés. Et on voit un peu plus ça chez les femmes que chez l'homme. Donc ça veut dire qu'une femme qui est ostéoporotique, il faut l'envoyer voir un cardio. Et à l'inverse, si j'ai une dame qui a un rétrécissement aortique calcifié ou une maladie athéromateuse très calcifiée, alors qu'elle n'est pas fumeuse, elle n'a pas vraiment de facteur de risque probant, je vais prescrire une ostéodensitométrie osseuse. Pour l'hérédité cardiovasculaire, donc précisément, effectivement, selon le type de maladie cardiovasculaire que vous avez, un membre de votre famille a manifesté, on peut faire effectivement un bilan de thrombophilie. Donc c'est pour voir si effectivement il y a des anomalies de la coagulation, ça peut être en effet héréditaire. Il y a l'hypercholestérolémie familiale,
On va essayer de dépister à partir du moment où on réalise qu'une personne jeune a fait un infarctus avec un taux de LDL, le fameux mauvais cholestérol, élevé. On va essayer de dépister la famille. Donc effectivement, il y a des hérédités qu'on peut effectivement rechercher. Tout à fait, ouais. Donc en fait, il faut faire la demande auprès d'un médecin généraliste, n'est-ce pas, pour pouvoir non, ce sera le cardio-oncologue. Oui, voilà. Alors en général, ce qui se passe, c'est que la personne concernée, à savoir la personne qui a fait un accident cardiovasculaire jeune, on va effectivement rechercher ce qu'on a financé, c'est WAMIF. Et on va le sensibiliser pour que ses enfants eux-mêmes aillent se faire dépister, ses frères et sœurs, etc. En fait, on va sensibiliser entre guillemets la victime pour qu'elle propage le bon message autour d'elle, effectivement. Comme ça que ça se passe. Et pour compléter ce que dit Clémentine, l'étude WAMIF dont je vous ai parlé, c'est bien ça en fait, on essaye de rechercher tous les facteurs. Il y a également une anomalie qu'on appelle la dysplasie, c'est les artères un peu en collier de perles qui peuvent favoriser la dissection, l'artère qui devient une poupée russe. Donc l'étude est extrêmement indispensable pour mieux comprendre ce qu'on ne sait pas encore, en travaillant avec des hémobiologistes, des gens qui s'occupent des tissus. Donc voilà, donc c'est l'intérêt aussi de ces programmes de recherche, c'est de pouvoir peut-être vous répondre. L'étude est clôturée en novembre, on dépouille dans les 6 mois, les premières communications, on va les faire en septembre 2020. Donc, et on va médiatiser ça au niveau de la Fédé de cardio. Alors, je vous demanderai de tous liker la page Fédé Cardio. Pour ceux qui aiment le Nord-Pas-de-Calais, Fédé Cardio NPC, c'est mon mari qui la tient, donc j'ai des adhérents. La chaîne YouTube et sur le site internet, il y a tous les communiqués de presse que vous avez sont référencés avec des études de la littérature. On ne communique rien qui ne s'appuie pas sur un fait scientifique. Ça fait partie de nos obligations par rapport à vous. Donc toutes les informations tiennent la route et sont réactualisées régulièrement. Oui, je rajoute juste par rapport à ce que tu dis, c'est qu'en effet, souvent les patients font des recherches sur Internet et nous, à la fin de nos topos, en général, on oriente vers votre site et le site de la Société française de cardiologie pour avoir la bonne information. Effectivement, c'est très important. Alors je tenais vraiment à vous remercier profondément d'être venu parce que passe par derrière. Claire s'est déplacée à Paimpol et le fait que vous soyez en nombre comme ça, c'est une belle ovation assise, mais je pense que vous allez en faire une. Si vous voulez des renseignements sur les clubs Cœur et Santé, il suffit de taper Club Cœur et Santé de votre région, Saint-Brieuc, Loudéac, Lannion, qui doivent être d'ailleurs dans la salle. Et Club et Santé de Paimpol également, vous avez énormément d'informations. Nous avons des films de la fédération et les liens vers la fédération de toute façon. Pardon? Ah oui, surtout, n'oubliez pas de prendre vos petites brochures au fond de la salle. Ce sont toutes les plus récentes et elles sont très informatives. En tout cas, merci beaucoup. Attends. Merci à tous. Je voudrais, juste pour terminer, parce que je vois tous ces sourires, je vois tous ces visages, merci d'être resté aussi tard. Remercier Michel à nouveau pour avoir vraiment mené une action pour vous mobiliser tous. Merci évidemment à Claire pour tout simplement la pertinence et l'impertinence de ses propos. Je voudrais juste terminer en vous disant quelque chose. J'ai fait le choix, après 40 ans de vie professionnelle, de rejoindre la Fédération française de cardiologie. C'est un choix, on va dire, très personnel. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que lorsqu'on regarde la Fédération française de cardiologie et que l'on regarde la Fédération française de cardiologie en la comparant avec d'autres pays à l'étranger, sur les mêmes sujets, sur les mêmes problématiques, sur le même mal, eh bien, quand vous regardez ce qui se fait par exemple chez nos amis anglais, nous sommes dans un ratio de 1 à 9. Quand on regarde ce qui se fait au Canada, pour une population moitié moindre, ils sont 11 fois plus gros que la Fédération française de cardiologie. Et je ne parle même pas des États-Unis, où vous êtes dans des ratios très importants. Donc ce petit mot, c'est pour vous dire quoi?
pour vous dire que je ne me résous pas à faire en sorte qu'un chœur anglais, ou qu'un chœur américain, ou qu'un chœur canadien soit plus important qu'un chœur français. Donc par rapport à ça, si à un moment ou à un autre, vous vous dites ben, je peux aider une cause, je peux aider un sujet, pensez à la Fédération française de cardiologie. Merci beaucoup. Très bien. Numéro 2 là.